T'as séché tes cours de musique, toi. L'enseignement musical à l'école, on en parle tout de suite avec nos invités. Non. Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de Vie à Nouveau. Au sommaire, ma chère Caroline. Quelle place pour l'enseignement de la musique à l'école? Nos invités y répondront tout en harmonie dans quelques instants. Et puis nous retrouverons Mathéo qui sera en direct de Corté pour le salon de la formation et de l'orientation. Marina Rebaldi est avec nous également pour un point météo très important. Et en troisième partie, nous retrouverons Élodie Frégé et André Manoukian, un duo incontournable, sexy et jazzy qui se produira sur la scène de l'Espace Diamant ce soir à Ajaccio et demain soir au Théâtre de Bastia. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov. Mais d'abord, c'est la revue de presse. Arrivé sur un snowboard. Hein, je ne sais pas pourquoi j'étais surprise. Vous étiez surprise. Oui, comme si c'était pas habituel. C'est la glissée à cause de la neige. C'est ça, c'est exactement ça. Exactement. Le col a été difficile à négocier. On a une revue de presse un peu différente aujourd'hui. Oui, moi je l'ai orienté un peu musique parce que c'était quand même les thématiques des deux émissions, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. D'autant qu'il y a une disparition qui touche le monde de la chanson et de la musique en général. On l'apprenait dès hier, notamment par France Info. C'est Marcel Azzola, la légende de l'accordéon et accompagnateur de Jacques Brel, Édith Piaf ou encore Barbara, qui est mort à 91 ans. Le site nous proposait immédiatement l'enregistrement de Vesoul, évidemment, par Brel en 1968, où on entend Jacques Brel. Marcel, chauffe. Voilà, c'est crié chauffe Marcel, chauffe, le fameux. Le site nous dit ce fameux Marcel du chauffe Marcel chauffe. Eh ben, c'était justement, effectivement, Marcel Azzola. Bon, on met un visage enfin sur ce fameux Marcel. Tout à fait. Alors aujourd'hui, bien sûr, on retrouve des hommages plutôt jolis. Et je commence par celui de l'Humanité qui titre Marcel Azzola, l'homme qui chauffait, évidemment, les cœurs et les corps. Et l'Huma nous précise qu'il allait avoir 92 ans en juillet et qu'il était l'un des accordéonistes les plus populaires et humanistes de la seconde moitié du XXe siècle. Il avait accompagné les plus grands et ajoute l'Huma à la liste, Mouloudji, Gréco ou Beko. Le quotidien nous dit qu'à 11 ans, alors là je cite, c'est le vocabulaire de l'Huma, il gagnait sa croûte dans les baloches de Ménilmuche et les guinguettes des faubourgs. Il était un Gavroche à musette, un petit costaud des épinettes. Et c'était une époque où l'école de la rue rimait avec l'accordéon. Alors c'est un fils d'immigrés italiens. Ses parents avaient quitté l'Italie pour fuir les chemises noires. Et il était né donc dans le 20e arrondissement. Il avait très vite délaissé le violon pour le piano à bretelles. C'est comme ça qu'on appelle l'accordéon. Oui. Mais il était toujours capable de jouer du classique, ce qu'il fera d'ailleurs dans les brasseries parisiennes, du jazz aussi avec des grands noms comme Stéphane Grappelli ou Didier Lockwood et bien d'autres, et toujours le musette de ses débuts sur les bords de Marne, évidemment. C'était l'instrument déringardisé, nous dit l'Huma, et Marcel Azzola se battait pour le faire entrer au conservatoire. C'est arrivé, finalement, en 2002. Il a participé aussi à des musiques de films, bien entendu, et il a joué régulièrement à la fête de l'Huma, forcément. Donc voilà, c'était un homme d'engagement sincère et honnête, nous dit l'Huma, qui a toujours refusé la Légion d'honneur. Alors vous savez, Marie-Jo, on a quelqu'un sur ce plateau qui joue de l'accordéon. C'est vrai. On connaît très bien l'accordéon. Je sais. On est d'accord. Oui. On est toujours trahi par ses plus proches. Ses plus proches. Bravo les amis. Bon allez, joli portrait, très humaniste en tout cas. C'est vrai. Très humaniste et très l'Huma aussi. Donc je suis allée voir aussi comment les autres traitaient l'information et j'ai découvert aussi ce papier de Libération qui était très sympathique avec ce Marcel Azzola à bout de soufflet. Alors vous voyez, là on joue sur les mots, on fait plutôt référence à la nouvelle vague. Est-ce que Libé va être plus élitiste que populaire, on va le regarder ensemble. Et évidemment, Libé commence par passer de Vesoul aux Sex Pistols, l'accordéoniste géant de la musique populaire française et l'un des premiers à faire retentir le piano à bretelles dans le jazz, est mort lundi. Donc voilà, avec les Sex Pistols, on a compris qu'on n'allait pas traiter l'information tout à fait de la même manière. Non. C'est assez évident. Alors pour Libé, il a été formé par les meilleurs, notamment Médard Ferrero en tête, qui l'initia au classique. Et il apprend le métier donc dans les brasseries, jouant à la demande et dans les bals, enchaînant les cachets, etc., etc. De cette dualité, nous dit Libé, il gardera un sens de l'humilité et de l'écoute. Et le quotidien revient aussi sur sa capacité à interpréter du Satie, par exemple, ou ses apparitions dans les bandes originales de films, à commencer par Mon oncle ou Playtime de Tati. Élitiste d'ailleurs cet article tout le long. Et ça s'achève justement sur cette anecdote qui est vraiment assez rigolote avec les Sex Pistols. Ils s'étaient rencontrés en fait pour une improbable séance pour le film La Grande Escroquerie du Rock'n'Roll, ce qui va pas mal avec les Sex Pistols. Et ils s'étaient retrouvés, les punks, Oui. Ils s'étaient retrouvés à Saint-Germain-des-Prés
au De Mago et le chanteur avait commencé justement à chanter accompagné par Marcel et un violoniste. Et là, le directeur des De Mago était arrivé en leur disant « Arrêtez, partez !» Donc c'est assez rigolo avec des gens aussi mythiques de se faire mettre à la porte des De Mago. Ils avaient été sauvés par Jean Sablon qui avait dit « Non, ne les chassez pas, ce sont des amis à moi. » Incroyable. Incroyable quand même. Je termine par un sujet qui est plus un sujet photographique mais qui est quand même un sujet musical. Regardez, c'est une information relayée aussi par France Info. C'est Jean-Marie Perrier, rétrospective au sommet de la Grande Arche de la Défense. Et le photographe des années yéyé, on se souvient d'un grand parcours, pour saluer les copains en l'occurrence, expose 300 clichés, donc, pris de 1960 à 1990 à la Grande Arche de la Défense jusqu'au 3 mars. Et parmi ces clichés, on peut voir évidemment Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Sylvie Vartan, Sheila, Jacques Dutronc, mais aussi les Rolling Stones, les Beatles ou James Bond, parce qu'il avait une carrière tout à fait internationale. On nous promet un tiers d'inédit. Cette exposition s'appelle Souvenir, Souvenir, et on a le bonheur de voir aussi des photographies qui sont prises à un moment où les photographes avaient de vrais moyens pour réaliser ce qu'ils voulaient, et aussi où les stars étaient peut-être un peu moins pénibles et se laissaient se prêter au jeu avec beaucoup de facilité. Ouais. Allez, si vous passez à Paris, à la Défense, je pense que c'est à voir. Merci beaucoup, c'est bien ça. Top. Merci beaucoup Marie-Jo, on se retrouve pour le débat. Oui, je reviens vous parler un petit peu d'enseignement musical. Très bien, merci beaucoup. Marina, le mauvais temps sévit depuis 2-3 jours maintenant en Corse. L'occasion pour nous de faire un point météo vigilance. Ça tombe très bien puisque nous passons en vigilance orange. Alors l'offensive hivernale est un peu plus rapide que prévu. La vigilance était prévue au départ à partir de 20h et jusqu'à demain midi. Peut-être même que l'on passera en vigilance orange un peu plus tôt. Bien évidemment, la prudence est de mise. Nous attendons de très importantes quantités de neige à partir de 600 mètres d'altitude. C'est entre 15 et 30 cm en montant, bien sûr. Et par endroit, on aura même 50 cm de neige. Des quantités très importantes. Quelques flocons de neige qui vont déborder sur le littoral, notamment le littoral occidental. Attention, la neige tient au sol. Il y aura du verglas. Évidemment, les températures dégringolent puisque le vent de secteur nord-est se met en place et souffle de plus en plus fort. On aura des rafales en soirée la nuit prochaine entre 70 et 95 km par heure. Donc ce vent va accentuer la sensation de froid. Il va aussi nous donner ces températures ressenties qu'ils seront en dessous des valeurs de saison. Quand on a -2 à Corté, on ressentira -7. Ah oui. Nous, à Ajaccio, autour de 0. Donc encore une fois, soyez très prudents. Nous reviendrons sur cette information dès ce soir dans les bulletins météo et dans les éditions du soir avec Henri Mariani et Sébastien Luciani, bien sûr. Merci beaucoup. C'est moi. Et on prépare un duo, tous les deux. Ah ben écoutez, accordéon, voix, guitare. Exact. Quand vous voulez. Qui a la guitare? Ah non, vous faites les deux. Ben non, c'est vous la guitare. Attendez, vous avez bien fait de parler, vous. On va vous mettre à la guitare. Hein, ça, moi, je veux bien, tant que je ne chante pas. Bon. Merci beaucoup, Marina. Allez, Merci. Il est temps de rejoindre et de retrouver Matteo Di Meglio, qui est en direct de Corté, au salon de la formation et de l'orientation de l'Université de Corse. Salut Matteo. Pas trop froid? -7 à Corté. Buongiorno Caroline, buongiorno Florian, faccio un fritto qui sin tosta. Sono dunque in corti pausalotto di orientazioni a un complesso sportivo dell'università e raccolma ligeani in girame che sono in circa di una vena bramoso spiremu paridi e sono dunque in compagnia di Sylvie Radiani, responsabile di APOIP e Jean Castella, responsabile di Aviliera Master Guide Conférencier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Sylvie, première question. Quel est le but d'une journée comme celle-ci? Alors le but c'est de présenter donc l'université, de présenter les dispositifs d'orientation d'insertion, les formations qui sont au sein de l'université et puis aussi la vie étudiante et tous les dispositifs qu'on met à la disposition de nos étudiants. Combien de stands aujourd'hui? À peu près une vingtaine, puisque toutes les composantes et tous les domaines de formation sont représentés. Tous les services de l'université aussi sont présents. Donc ça fait à peu près, oui, une vingtaine de stands. Tous les services de l'université, dont Jean Castella. Bonjour Jean, responsable de la filière guide conférencier. Vous pouvez nous présenter votre stand? Oui, bien avec la formation des guides conférenciers qui désormais se passe dans le cadre d'un master. Nous avons fait des visites pour les lycéens qui venaient dans le cadre de ce salon et on a fait découvrir à la fois les différents campus, mais également on a présenté bien l'histoire de cette université et de ses spécificités. Merci Jean. Combien de personnes
sont attendus aujourd'hui, Sylvie? Alors écoutez, cette année, je pense qu'on a fait en sorte de faire venir beaucoup de monde, puisque je pense qu'aujourd'hui, il y avait à peu près plus de 1200 personnes présentes donc à la Halle des Sports aujourd'hui, au salon. Et en fait, on a eu aussi bien des étudiants que des lycéens, que des personnes qui étaient en source de recherche d'information, un professionnel en reconversion. Et puis, on a eu aussi des lycéens, non pas simplement de terminale, mais de seconde aussi et de troisième qui sont venus. Alors, il n'y a pas que l'orientation. Est-ce que vous pourriez nous parler d'autres stands qui sont là pour les étudiants? Alors bien sûr, il y avait la scolarité pour donner toute l'information sur les inscriptions. Il y avait aussi le pôle handicap, parce que je pense qu'il faut préciser que c'est un service très important, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont en situation en fait de handicap aujourd'hui. Et puis bien évidemment, il y avait la médecine préventive, donc les syndicats aussi étudiants. C'est important quand on est étudiant de pouvoir à un moment donné adhérer à un syndicat. Et on a vraiment une représentativité très très large de tout ce que l'université peut offrir après les cours, le CCU, le SUAPS, etc. Mais je pense que tout a été dit. Merci à tous les deux. On vous souhaite bien évidemment une bonne continuation. Et puis, nous ci ritroviamo da qui a poco, Nanta Viano. Merci beaucoup, Matteo. Allez, il est 12h36, c'est l'heure du débat de Vianova. Installez-vous. Ça, c'est une belle arrivée, pleine de grâce. Exactement. Féminine. Ouais. La musique serait-elle le parent pauvre de l'éducation nationale? Elle n'est peut-être pas une priorité, mais le ministre Jean-Michel Blanquer souhaite faire évoluer les choses en développant son apprentissage, mais également en encourageant les pratiques instrumentales et les concerts. Alors pour en parler, nous parler de l'enseignement musical, alors les murs, c'est le cas de le dire, nous accueillons Laurane Bassoul, notre spécialiste éducation, professeure de français. Bonjour Laurane. Bonjour. Fiona Matthews et Magdalena Rettmayer, assistantes de langue étrangère. Bonjour, vous nous direz ce qui se passe du côté de l'Angleterre pour vous, Fiona, et du côté de l'Allemagne pour vous, Magdalena. Et bien sûr, Marie-Jo Reguiloni qui nous a rejoint. Alors, Laurane, vous allez nous donner le là, n'est-ce pas, de ce débat. Ouais, on verra si c'est tout à fait juste. Je me sens pas bien. Si vous nous faites peut-être un état des lieux de l'enseignement musical en France, en tout cas pour ce qui est du collège, je crois. Allons-y, vous préférez pas un petit air de flûte? Non, ça va, merci. C'est dommage, hein, je trouve. Bon, allez, vous êtes réfractaires, bon, comme beaucoup de parents d'ailleurs. Bon, on va pas réduire la musique, l'éducation musicale en France à la flûte, d'accord? C'est l'un des deux enseignements artistiques obligatoires au collège, au lycée, mais même à l'école primaire. Donc, à raison d'1 heure par semaine au collège. Au lycée, ce n'est plus enseigné, mais on peut prendre la musique en option facultative pour la passer au bac. Bon. J'ouvre une parenthèse, déjà dès le début, que je vais vite refermer. Cette option facultative de musique, elle est mise à mal en Corse parce que les élèves qui souhaitent s'inscrire ne peuvent le faire que seulement dans 3 établissements. 2 à Bastia et 1 à Sartène. Donc, je trouve ça vraiment dommage dans une île comme la nôtre où la musique est très importante. Maintenant, manque de moyens, effectivement, à souligner. Quoi. Enfin, même si les intentions du ministère y sont, alors, on manque de moyens. Il faut y aller, là, les gars. Il faut y aller, oui. C'est vrai, complètement d'accord, c'est trop important. Oui. Et donc, il faut savoir qu'au collège, la seule heure de musique peut être renforcée dans les classes CHAM. C'est les classes à horaires aménagés en musique. Donc, maintenant, je reparle d'une manière plus générale. Il y a vraiment 3 grands axes qui vont structurer la formation de l'école, de l'apprentissage de la musique en classe. Donc, les pratiques vocales, les pratiques d'écoute et la découverte des patrimoines musicaux. Donc, à chaque cycle, ces axes se renforcent, les exigences sont plus élevées, plus renforcées, évidemment. Donc, il s'agit d'une part d'apprendre à produire de la musique avec des moyens adaptés et maîtrisés. Bon, pas toujours. Bon, alors la voix, c'est le premier d'entre eux, de ces moyens. J'en garde des souvenirs d'ailleurs mémorables, lorsqu'il fallait chanter à voix haute devant toute la classe. Ça met la pression, ça. Ça met la pression, oui, ça met la pression. Mais bon, c'était bien, ça nous permettait un peu de nous lâcher.
Bah, complètement. Voilà, il fallait jouer le jeu. Hein. C'est bien, Laura, 7. Voilà. Sur 10. Bon, donc, du coup, donc voilà, la pratique de la voix, des instruments si possible aussi. Et le but, c'est aussi de se constituer une culture musicale et artistique qui va embrasser à la fois l'histoire et l'actualité de la musique et des arts. Donc, maintenant, j'aimerais parler de certains établissements qui mettent en place des chorales, parce que ça peut ne pas se réduire forcément à une seule heure de cours par semaine, et le résultat est très très souvent bluffant. Alors, je parle en connaissance de cause, puisque dans le collège dans lequel je travaille, eh bien, il y a une chorale qui est mise en place en partenariat avec le collège de Saint-Paul, donc encadrée par les professeurs Stéphane Paganelli et Emmanuel Chervetti, entre autres, et donc ils sont accompagnés aussi par le chœur de Sartène, qui donnent de leur temps, qui viennent souvent les faire répéter, etc. Et donc, c'est vraiment, là, le résultat est incroyable. Et puis, franchement, je vous conseille d'aller les voir. Ils se produisent souvent dans des églises. Voilà. Donc, ça se fait aussi un peu partout en Corse, hein, des chorales. Et donc là, ils prennent sur des heures en plus que peuvent donner le collège, etc., pour répéter, apprendre. Donc, ça, c'est une très bonne chose, je trouve. Ben, nous aussi. De belles initiatives. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fiona, Magdalena, est-ce que vous avez dû suivre des cours de musique dans votre scolarité? Fiona, pour vous en Angleterre, à Durham? Pour nous, ouais, à l'école primaire, c'était obligatoire. Obligatoire à l'école primaire. Obligatoire. J'espère bien, attendez, les Beatles. Le flûte et aussi... flûte aussi le flûte et le violon. Pour moi, je l'ai trouvé vraiment sympa, mais pour les profs, je sais pas. Parce que les violons, c'est... Attendez, le violon? Ils vous donnent du violon obligatoire? Mais c'est fou. Ouais, pour les écoles primaires, ouais. C'est une chance, parce que ça coûte cher. Voilà, Non, les violons. Et les violons, ils appartenaient à l'école, parce qu'on ne peut pas vous faire acheter C'est ça, d'accord. l'école. C'est un bel investissement. Parce que je pense que nous, la flûte, c'est quand même un alibi, parce que c'est la seule chose qui se transporte et qui n'est pas chère, en fait. Oui, c'est vrai. Autrement, on aurait peut-être misé sur un autre instrument. Le triangle. Un peu moins gras. Le triangle. C'est facile. Magdalena, pour vous en Allemagne, Alors, moi, comment ça se passe? j'ai aussi suivi un cours de musique, déjà dans l'école primaire. Mais on n'a pas vraiment appris à jouer d'un instrument, mais pas comme normalement, c'était un peu différent. Alors, moi, par exemple, j'ai appris à jouer du xylophone, mais je ne connaissais pas les notes. Alors, chaque note avait sa propre couleur, et la maîtresse, elle a dit alors d'abord rouge, après vert et après gris. Et comme ça, on a eu un peu le sentiment pour le rythme et le tempo, par exemple. C'est un éveil musical. Oui. Et il y avait aussi la possibilité d'apprendre à jouer du tambour ou de la flûte, mais pas des instruments difficile. Alors, l'enseignement de la musique en Allemagne est très développé, pour le coup, mais il y a 16 Landers, je crois, en Allemagne, ils ont une gestion autonome, en fait, de leur enseignement musical, ce qui fait qu'il peut y avoir des difficultés, mais en tout cas, enfin, des disparités, mais en tout cas, toutes les écoles fédérales proposent un enseignement. Et là, vous allez m'aider, Magdalena, pour la prononciation Jeki, Jedem, Kind, ein Instrument. Jeki, jedem Kind, ein Instrument. Si vous voulez. C'est vraiment sensible. Hein, oui, c'est la prononciation. Non, c'était super. Je voulais le dire, moi, ça. Ah, c'est vrai. Oui, allez-y. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Justement, c'est un instrument pour chaque enfant. Oui, si on veut traduire ça, oui. Et ça donne une possibilité d'apprendre à jouer un instrument, même si on n'a pas assez d'argent normalement, parce que ça coûte cher suivre des cours de musique en général. Et ça, on peut faire de la danse, de la musique, et oui, c'est super à mon avis. Oui. Est-ce que la musique, en France, en Corse et ailleurs, devient un marqueur social, selon vous, Marie-Jo? Est-ce que voilà, ce sont les classes aisées, favorisées, qui peuvent se permettre ce luxe? Est-ce que la musique est un luxe? En tout cas, son apprentissage. Enfin, normalement, ça ne devrait effectivement pas être un luxe, et le conservatoire est ouvert à tout le monde. Après, on a parfois des barrières culturelles qui font que les parents osent ou n'osent pas, pensent que c'est bien ou pensent que ça n'est pas bien. Et c'est vrai que quand on est dans une famille qui connaît un peu la musique, qui est musicienne, regardez, les enfants passent tous par le conservatoire à un moment ou à un autre. Ils ne vont pas tous devenir musiciens, hein, mais c'est quelque chose qui est logique. Donc c'est vrai que c'est bien quand même de donner une initiation à l'école pour que
les enfants puissent avoir ce goût-là, sans les dégoûter effectivement avec du solfège au début, qui est quand même quelque chose qui est un peu trop compliqué et qui peut vraiment, vraiment dégoûter les gens. L'enseignement du solfège, je ne sais pas pourquoi, il est quand même toujours rébarbatif. Vraiment... Quand on a un enfant, on pense qu'on va peut-être jouer de suite et voilà, et on se retrouve dans un cours carrément, comme à l'école, et du coup c'est peut-être... Mais quand même, des enseignants du conservatoire me disaient quand même, parce que le conservatoire, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, parfois vous avez 1 heure de chant, 1 heure de solfège et une demi-heure d'instrument. Donc la proportion est quand même un peu bizarre. Et certains enseignants me disaient, dont Philippe Bion, qui joue des percussions, il me disait, on peut quand même faire du solfège, nous, pendant notre cours de pratique. Évidemment, on n'est pas juste en train de dire appuie sur le do, appuie sur le ré. On peut aussi expliquer ce que c'est qu'un ton, un demi-ton. Enfin, il y a des choses qui peuvent passer pendant le cours d'instrument. Et c'est vrai qu'en pratiquant, moi, ça me semble quand même plus fluide et ça pourrait être une bonne chose. Mais je pense que c'est le solfège, c'est un passage obligé à un moment donné, et il faut aussi prévenir l'enfant que, il y a une certaine rigueur finalement à avoir quand on veut vraiment devenir musicien ou pratiquer de la musique sans seulement s'amuser. Mais après, aujourd'hui, il y a plein d'autres manières d'apprendre. Il y a plein de gens qui sont autodidactes, qui apprennent sur Internet à jouer de la guitare, sur YouTube. Enfin, c'est plutôt facile aussi d'apprendre seul. Vous avez des musiciens dans votre classe? Non. Non? Non. Personne qui pratique un instrument? Non, ou qui j'en ai eu. Oui. Oh oui, bon, qui chante, oui. Mais oui, j'ai une petite qui s'est mise à la guitare. Donc, je lui ai demandé de la porter pour interpréter des poèmes, quoi. Au moins ça. Laura, la musique, elle a aussi une fonction sociale, psychologique. Ça, c'est l'école qui doit aussi... fournir ça aux enfants, et c'est souvent au rythme des réformes qu'on voit qu'elle est plus ou moins accessoire, plus ou moins prioritaire. Fiona, je crois qu'en Angleterre, la réforme du bac a fait dégringoler la musique au niveau des matières prioritaires. Malheureusement, je pense que c'est ça. Parce que je pense qu'Angleterre, on est un pays assez connu pour la musique, mais après l'école primaire... Vous n'êtes pas mauvais en musique, vous les Anglais. Des petits groupes. Petits groupes sympas. Qui est très sympa. Le foot et la musique. Voilà. Mais après l'école primaire, notre programme scolaire... mettre plus l'accent sur... les matières principales, comme les mathématiques, l'anglais, etc. Et il y a un manque de fonds pour la musique et l'art. Donc peut-être ça limite les familles qui n'ont pas les moyens de payer pour les classes privées de l'apprentissage d'un instrument. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Marie-Jo, du côté de la Méditerranée, qu'est-ce qui se passe écoutez, moi j'avais découvert, étonnamment, parce que l'Espagne aussi est un pays où la musique est quand même plutôt présente, j'avais découvert qu'en fait, en 2013, le gouvernement conservateur avait carrément enlevé, retiré, supprimé totalement l'enseignement de la musique dans les programmes scolaires. Et un musicologue qui s'appelle musicien pédagogue, qui s'appelle José Rodriguez Quiles y Garcia, c'est toujours des noms espagnols, avait dit, regardez, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle génération d'élèves espagnols émerge, dont un grand nombre finira les 10 années de scolarité obligatoire, donc de 6 à 16, sans avoir pris un seul cours de musique de leur vie. Et voilà, il disait que dans ce contexte actuel, c'était un truc de fou, on consomme de plus en plus de musique, vraiment plus de musique que jamais dans l'histoire de l'humanité, et ces élèves-là n'auraient pas accès à la musique. Alors leur excuse, si j'ose dire, c'était que finalement ce parti, le parti conservateur, considérait l'éducation musicale comme non pas partie intégrante de l'éducation, mais comme un élément accessoire qui relevait de la sphère privée. Donc débrouillez-vous tout seul. L'ouverture d'esprit. C'est parfait. Bon, voilà, c'est un pays aussi qui est quand même, je sais pas, il y a le flamenco, il y a de la danse, de la musique, il y a toutes les influences extraordinaires arabo-andalouses, etc. Voilà, ça avait été carrément supprimé en 2013, absolument dans tous les niveaux de 6 à 16 ans. Ouais. Magdalena, Lorraine parlait des chorales et c'est le chœur de Sartène qui intervenait dans les collèges. Est-ce qu'en Allemagne, il y a une tradition de chorale, d'orchestre dans chaque école? Alors, normalement, chaque école a son chorale. Sa chorale, mais aussi dans mon école, il y avait un groupe de jazz qui était très connu. Alors, s'il y avait des événements très proches, ils ont aussi joué et donné des concerts. Mais en Bavière, en particulier, on a aussi un peu comme des fanfares et la musique traditionnelle. Et pour les fêtes... Accordéon? Oui. Bah oui. Oui, ça c'est très connu, oui, bien sûr. Et oui. Et est-ce que c'est bien vu pour les élèves? Est-ce que ce sont les élèves populaires qui font de la musique en Allemagne?
Alors ça dépend parce que... Ça dépend de l'instrument, c'est ça? Oui. Alors... C'est partout pareil, je pense. Parce que la musique traditionnelle en Bavière, parfois on pense que c'est pas très à la mode. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment faire de la musique traditionnelle. Oui. Pour vous, Fiona, est-ce qu'il y a de la même manière des groupes qui se créent, des orchestres, fanfares, que sais-je, dans les établissements? Comment ça se passe? Aussi, on a beaucoup des activités extrascolaires comme des comédies musicales. D'accord, donc des spectacles qui sont organisés. Ça, on connaît ça aussi un petit peu. Ici aussi. Ouais, aussi, à mon école, il y avait une chorale et tout ça. Donc, ouais. Vous chantiez? Un peu, ouais, mais je vais pas chanter. Allez-y, c'est à vous. Et la part du traditionnel aussi en Angleterre, parce qu'il y a quand même aussi des influences celtes pour l'Écosse, l'Irlande, etc. Ça rentre un peu dans l'enseignement ou pas? Cornemuse. Ouais, un peu. Ouais, ça fait partie un peu aussi. Oui, parce que c'est riche aussi, finalement. Allez, dernier tour de table. Citez-moi une chanson, un artiste, un groupe, un courant musical qui vous a, qui a changé votre vie et que vous avez découvert à l'école. Alors oui, Magdalena. Il y a une chanson que j'ai apprise dans l'école primaire et que j'ai fait aussi avec mes élèves dans les écoles primaires. Ah, donc il y a une tradition de transmission. Parce que ça traite des mois et on répète cette chanson 8 fois parce que ça veut dire que l'année ça arrête jamais, parce que ça recommence. Et c'est Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Et pour vous, Fiona? Il faut être à la hauteur. En quelques secondes. Moi, je pense qu'il faut dire The Beatles. Parce que bien sûr, moi je suis anglaise et les chansons sont très faciles à apprendre avec les guitares et tout ça. Laquelle des Beatles? On vous écoute. Here Comes the Sun. Ah oui, j'adore. Bon, bien. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci mesdames. Allez, on se retrouve dans un instant. On continue sur la musique avec un duo jazzy sur les scènes à Jackson-et-Bastiez. On reçoit Élodie Frégé et André Manoukian. À tout de suite.